Nous avons constaté le quorum. Nous allons donc déclarer la séance plénière ouverte. Chers collègues, comme vous l'avez constaté, le préfet a sollicité l'avis de l'Assemblée départementale selon la procédure d'urgence sur deux projets de décret que nous avons reçus le 12 juin, le vendredi 12 juin 2014, et devant être publiés ce mois de juillet. Et puis un projet d'ordonnance qui est arrivé un peu après, le 24 juin, donc il y a à peine une semaine, et dont l'examen pour avis par le Conseil d'État se fera le 4 juillet, donc dans 3 jours. Les textes sont relatifs aux modalités d'organisation de ce que devrait être l'Université des Antilles et l'Université de Guyane. C'est un sujet, comme vous le constatez, qui fait débat et sur lequel nous aurons à nous prononcer. Ces deux textes et cette ordonnance justifient la tenue aujourd'hui de cette plénière exceptionnelle. Et selon les règles, il faut que nous puissions nous prononcer sur le caractère d'urgence et la nécessité qu'il y a pour nous à traiter ces 3 points, les 2 décrets et l'ordonnance. Il faut que nous puissions nous prononcer sur la notion d'urgence. Donc, chers collègues, nous considérons qu'il y a une situation d'urgence puisque les textes seront examinés très prochainement et justifient de l'avis du Conseil général. Donc, je propose que l'on adopte cette disposition d'urgence et qu'on puisse traiter l'ordre du jour. Il faut réglementairement que l'on mette aux voix quels sont ceux qui sont contre l'idée de pouvoir traiter de ces points-là aujourd'hui. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Très bien, donc nous allons pouvoir délibérer sur cette situation d'urgence. Le projet de décret portant création et organisation provisoire de l'Université de la Guyane a pour objet de définir les modalités d'organisation provisoire de l'Université de la Guyane récemment constituée. Il est divisé en 2 chapitres. L'un concerne les dispositions générales et l'autre les dispositions transitoires. S'agissant des dispositions générales, la future Université de la Guyane, qui aura son siège à Cayenne, sera gérée par un conseil d'administration provisoire composé de 28 membres, assisté d'un conseil académique comprenant 26 membres. La politique de l'université sera déterminée par le conseil d'administration et le conseil académique cumulera les compétences décisionnelles et consultatives comme la commission de la recherche et la commission de la formation et de la vie universitaire. Les statuts de l'Université de Guyane vont définir les modalités de désignation du président du conseil académique, personnalité extérieure à l'établissement dont la compétence scientifique est reconnue dans l'un des domaines d'activité de l'établissement, du vice-président parmi les étudiants, la liste des organismes de recherche désignés au sein du conseil d'administration, la liste des collectivités territoriales représentées au conseil d'administration, la durée des mandats des membres désignés, c'est-à-dire non élus, du conseil académique, à l'exception des conditions dans lesquelles sera assurée la représentation au sein du conseil scientifique des grands secteurs de formation enseignés par l'université. Pour l'élection du conseil d'administration, quelques aménagements aux dispositions du Code de l'éducation sont proposés pour tenir compte du caractère provisoire de l'organisation de l'Université de Guyane. Pour le collège A, les professeurs d'université et les maîtres de conférences ou personnels assimilés seront élus au scrutin majoritaire à 1 tour et non au scrutin de liste. Il n'est pas fait obligation d'alterner les candidats de chaque sexe pour la constitution des listes et en cas de vacance de siège, la durée du mandat du nouveau candidat ne correspond pas à la durée de mandat restant à courir. Il n'est pas obligatoire de présenter au moins 2 grands secteurs de formation pour la constitution des listes des représentants des personnels, étudiants et personnes bénéficiant de la formation continue au Conseil de l'Université de Guyane. Il en est de même pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs, des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue. Il n'est pas laissé au seul président la faculté de siéger au sein de plusieurs conseils de l'université. Enfin, une même personnalité extérieure peut siéger au sein de plusieurs conseils et les enseignants-chercheurs, les personnels non enseignants ainsi que les étudiants peuvent être désignés comme
personnalités extérieures. Ce sont donc les dispositions générales. S'agissant des dispositions transitoires, le projet de décret précise que le premier président de l'Université de Guyane sera nommé par le ministre de l'Enseignement supérieur et son mandat expirera à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Le président provisoire devra organiser l'élection du conseil d'administration dans les 6 mois qui suivent sa nomination. Il devra constituer une commission afin d'élaborer les statuts de l'Université de Guyane qui seront adoptés par le conseil d'administration, lesquels statuts devront être transmis au ministre de tutelle dans les 6 mois qui suivent l'élection du dit conseil d'administration. Le président provisoire du conseil d'administration préside le conseil académique jusqu'à la désignation du président de ce conseil. S'agissant de la transmission du patrimoine, l'Université de la Guyane récupère tous les biens, droits et obligations qui étaient à l'origine affectés au pôle universitaire de la Guyane, de l'ex-UAG à compter du 1er janvier 2015. Pour sa première année de fonctionnement, le recteur d'académie met à la disposition du président de l'Université de Guyane les moyens qui lui sont nécessaires. Les agents qui exerçaient au dit pôle sont transférés à l'Université de la Guyane. Leur accord est cependant requis dans les 3 mois à compter de la publication du présent décret. Les étudiants inscrits à un diplôme dont la formation est dispensée au pôle Université de Guyane, c'est-à-dire ex-UAG, seront à la fin de leurs études diplômés de l'Université de la Guyane. Les opérations budgétaires, comptables et financières de l'Université de Guyane, effectuées entre sa date de création et le transfert des biens, droits et obligations, sont enregistrées au sein d'un budget annexe de l'Université des Antilles de la Guyane, ex-UAG. Il est prévu que ce projet de décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au journal officiel. Avis des organismes consultés, M. Justin Daniel, que l'on connaît, professeur de sciences politiques à l'UAG, directeur du CRPLC, qui a répondu à notre sollicitation, relève notamment une disparité de traitement dans le droit d'option réservé au personnel devant intégrer l'Université de Guyane. Il relève qu'alors qu'il est proposé au personnel des pôles de Martinique et de Guadeloupe qui le souhaitent d'opter pour l'exercice de leurs fonctions à l'Université de Guyane, à l'inverse, l'option d'affectation aux Antilles n'est pas explicitement ouverte au personnel exerçant en Guyane. Entre autres, avis de la commission des textes. La commission de textes réunie le lundi 23 juin 2014 en présence du conseiller général, M. Fred Dernier, représentant le département au conseil d'administration de l'ex-UAG, a examiné le projet de décret portant création et organisation provisoire de l'Université de la Guyane. Après échange sur la base des éléments rapportés, les membres présents ont pris acte de la création de l'Université de Guyane et ont émis un avis favorable sur le projet de décret, avec toutefois une réserve sur l'absence de visibilité et dans l'attente du projet d'ordonnance annoncé par le gouvernement, qui ne nous était pas encore parvenu. Telles sont, collègues, les informations qu'il fallait vous apporter pour vous permettre d'émettre votre avis. Merci, collègue Vaugirard. Chers amis, nous allons passer au débat pour ceux qui souhaitent intervenir. Nous regrettions, donc la semaine dernière, je crois que c'était lundi de la semaine dernière, que nous n'ayons pas l'ordonnance sous les yeux pour que nous puissions examiner véritablement la totalité des propositions qui nous étaient faites par le gouvernement. Mais je souhaitais, puisque nous avons eu une discussion extrêmement riche, et nous étions fort nombreux à cette commission, ce qui n'arrive pas très souvent, et je souhaitais réitérer en fait les observations que j'ai formulées lors de cette commission technique. Pour dire simplement qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à des textes qui ne font que refléter la volonté politique de démanteler en fait l'université Antilles-Guyane. J'ai moi-même assisté à plusieurs réunions, enfin participé plutôt à plusieurs réunions du conseil d'administration de l'université sous l'ancienne mandature, parce que je représentais en tant qu'élu suppléant de Raphaël Vaugirard, qui était donc le titulaire, je représentais donc le conseil général. Et j'ai eu l'occasion de représenter le conseil général à plusieurs reprises lors de ces conseils d'administration qui étaient présidés par Pascal Safache. Et lors d'une de ces réunions du conseil d'administration, le président de région de l'époque, Antoine Karam, était lui-même présent. Il est venu défendre une position de la Guyane consistant à dire
nous sommes les parents pauvres de l'Université Antilles-Guyane et nous souhaitons qu'un meilleur sort nous soit fait au sein de cette université. Cet homme-là a pris à peu près une demi-heure. On sait que c'est un professeur d'histoire, il est remonté très loin pour expliquer et faire la genèse de cette situation. Et je pense que nous n'avons pas, tous, tant que nous sommes, été suffisamment vigilants pour bien traduire cette demande et cette volonté de la part de la Guyane. Et ce qui nous amène aujourd'hui à ce démantèlement. Nous avions comme exemple le démantèlement de l'IUFM. Nous avions un institut de l'université, un institut de formation des maîtres sur les 3 départements ou les 3 régions. Finalement, nous sommes arrivés à un institut par région. Donc, c'était déjà les prémices d'une séparation entre la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique. Et je pense que nous n'avons pas été suffisamment vigilants parce que c'était une sorte de cri de douleur qui était, lancé par ce président de région de l'époque. Et il y avait une telle tension lors de ce conseil d'administration particulier que Pascal Safache a eu une sorte d'algarade avec un professeur d'université de Guyane. Ils se sont mutuellement menacés, tellement la tension était forte entre les représentants de la Guyane et les représentants de la Martinique, représentés en l'occurrence par Pascal Safache. Et je dis bien, nous n'avons pas été suffisamment vigilants et suffisamment prudents dans cette affaire-là, et c'est ce qui amène aujourd'hui à cette scission. Alors, que l'université de la Guyane veuille se séparer de la Martinique et de la Guadeloupe, ça me paraît normal, mais la question qu'il faut se poser, c'est de savoir si une université de Guyane est viable parce qu'ayant atteint un seuil critique, parce que nous savons qu'il faut des seuils critiques pour éviter l'hémorragie des étudiants et l'hémorragie des professeurs. Ensuite, nous voyons que c'est extrêmement dangereux parce qu'aujourd'hui, nous avons comme une velléité de la part de la Guadeloupe de faire scission, parce que je rappelle que la motion de la Guadeloupe que nous avons tous lue se termine par une sorte de menace consistant à dire si jamais il n'y a pas une autonomie des pôles de Guadeloupe et de Martinique, nous allons nous orienter vers la création d'une université de plein droit de la Guadeloupe. Cela signifie que nous nous retrouverions avec 3 universités et nous savons très bien que 3 universités, une de Guadeloupe, une de Martinique et une de Guyane, ces 3 universités ne sont pas viables. Nos étudiants, nos jeunes de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane vont très rapidement s'orienter vers la France, vers le Canada ou vers les États-Unis pour aller faire leurs études et nous allons nous retrouver avec une coquille vide. Alors je dis bien, soyons extrêmement prudents dans ce que nous allons faire, de ce que nous allons décider pour éviter, parce que nous sommes évidemment confrontés à la séparation avec la Guyane. Bon, nous ne le souhaitions pas, c'est arrivé, nous l'actons. Mais faisons très attention pour qu'avec la Guadeloupe, nous gardions le lien, un lien suffisamment fort pour éviter un éclatement de cette université des Antilles. 2 votes des collègues qui prennent acte de la création de l'université de la Guyane. Est-ce qu'il y a des collègues qui ont des procurations dans le sens de ce vote? Il y en a 3. OK? Alors, est-ce qu'il y a des collègues qui s'abstiennent sur ce vote? Il y a un collègue. 2. Est-ce que vous avez des procurations? Non. Contre 0, abstention 2. Prennent acte 29 et c'est tout. Voilà. OK. C'est le 3 qui devient le 2, oui. Le projet de décret relatif à l'Université des Antilles. Le projet de décret relatif à l'Université des Antilles a pour objet de définir la nouvelle appellation de l'ex-Université des Antilles Guyane, suite à la scission du pôle de la Guyane et au décret portant création et organisation de l'Université de la Guyane. Ainsi, le nom Guyane est supprimé de l'appellation de l'actuelle Université Antilles et de la Guyane, créée en juillet 1982, laquelle devient, de fait, je devrais dire, l'Université des Antilles. Il est indiqué
que les agents travaillant dans les pôles de Guadeloupe et de Martinique seront automatiquement affectés à l'Université des Antilles à compter du 1er janvier 2015, sauf s'ils sollicitent un changement d'affectation par transfert au sein de l'Université de la Guyane. Dans ce cas, leur demande devra parvenir dans les 3 mois à compter de la publication du présent décret. Il est prévu que ce projet de décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au JO. Contributions reçues. Dans le cadre de l'instruction de ce projet de décret, des contributions ont été reçues de la part de la vice-présidente du pôle Martinique de l'UAG, M. Justin Daniel, professeur de sciences politiques à l'UAG, directeur du CRPLC, le Conseil économique et social environnemental régional, le CECR. Dans sa correspondance adressée le 12 juin 2014 à la présidente du Conseil général et signée du vice-président du pôle de la Martinique, notre attention est attirée sur la vigilance nécessaire pour faire respecter le projet de transformation de l'UAG en Université des Antilles porté par les 2 pôles très largement et réellement autonomes, et il nous est proposé des amendements tendant à garantir ce principe d'autonomie. Dans sa correspondance du 23 juin 2014, le vice-président du pôle de la Martinique s'alarme de la teneur d'un communiqué du 18 juin du ministère de l'Outre-mer qui pourrait signifier que l'Université des Antilles serait créée avec un statut expérimental et refuse en conséquence une telle idée de mise en place de conditions de création de l'Université des Antilles tenant compte des évolutions souhaitées. Il réaffirme que le projet remonté par la gouvernance de l'université au gouvernement est bien celui de la transformation de l'UAG en Université des Antilles portée par les 2 pôles autonomes, La gouvernance du pôle Martinique de l'UAG attire par ailleurs l'attention sur l'inquiétude grandissante créée chez les étudiants, les parents, les lycéens en cette période de préinscription et de pré-rentrée. Pour elle, il est urgent et nécessaire que le ministère réaffirme très clairement sa position et ses engagements sur la transformation de l'UAG en Université des Antilles avec la continuité des mandats de la gouvernance actuelle. Le professeur Justin Daniel, lui, souligne la précipitation, l'absence d'anticipation, l'impréparation et le défaut de concertation qui caractérisent l'annonce par le gouvernement de la création d'une université de plein exercice en Guyane à l'horizon 2015-2016. Le calendrier retenu pour revoir l'organisation de l'actuelle UAG est jugé incompatible avec l'évaluation en cours de l'UAG par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, AERES, et avec la préparation du contrat quinquennal liant l'établissement au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et aux organismes de recherche. Concernant le projet de décret transformant l'UAG en UA, il relève que les personnels qui exercent leurs fonctions en Guadeloupe ou en Martinique pourront opter pour une affectation en Guyane. Néanmoins, il n'est pas précisé si l'établissement d'origine, l'Université des Antilles, conserve le poste ainsi libéré ou si un support est créé par compensation dans l'établissement d'accueil de l'Université de Guyane. Les modalités de compensation des postes libérés de part et d'autre devraient être clairement et explicitement actées selon Justin Daniel. Le professeur observe que les 2 projets de décret transmis pour avis comportent de nombreuses zones d'incertitude, sujet à de sérieuses inquiétudes. C'est ainsi que, pour ce qui est des aspects matériels et financiers, des aspects institutionnels, surtout dans le projet de décret relatif à l'Université des Antilles. Il s'interroge sur les dispositions envisagées en matière de restructuration de la carte des formations et de la recherche, de moyens de fonctionnement, de budget, etc. On peut dire que le projet d'ordonnance transmis depuis apporte en cela quelques éléments de réponse sur certains points soulevés. Dans son avis rendu le vendredi 27 juin 2014, le CECR s'interroge notamment sur les dysfonctionnements que pourraient entraîner les mouvements de personnel entre l'Université des Antilles et l'Université de Guyane. Risque de sous-effectif avec des postes vacants qui limiteraient les ambitions pédagogiques. Le CESER préconise, entre autres, que l'Université des Antilles bénéficie des outils et moyens permettant de faire face aux différents coûts liés à sa mise en place et à son bon fonctionnement et confortant son rayonnement universitaire dans la Caraïbe et dans le monde afin d'assurer son attractivité. Avis de la commission texte. La commission texte se réunit le lundi 23 juin 2014 en présence du conseiller général Fred Dernier, représentant le département au conseil d'administration de l'UAG, a examiné le projet de décret relatif à l'Université des Antilles qui nous intéresse.
En absence du projet d'ordonnance dont le contenu donne tout son sens à l'évolution vers l'Université des Antilles. Après échange sur la base des éléments rapportés, les membres présents ont émis un avis favorable sur le projet de décret tout en formulant les réserves suivantes. Le calendrier trop contraint, absence de lisibilité en termes de perspective, absence de concomitance avec le projet d'ordonnance annoncé, interrogation sur les moyens devant être mis en place, financiers, matériels, humains, voire institutionnels, déficit de concertation entre les collectivités et l'université, interrogation sur la gestion de la rentrée universitaire 2014-2015, risque de départ massif d'étudiants vers d'autres territoires. Les commissaires ont par ailleurs noté la disjonction entre le projet de décret et le projet d'ordonnance annoncé, lequel projet d'ordonnance doit fournir les éléments de contenu des textes régissant l'organisation et le fonctionnement des unités créées. Ils regrettent le faible accompagnement politique pour un changement de modèle pour l'Université Antilles-Guyane, s'appuyant sur plusieurs pôles autonomes dans un contexte général qui, au contraire, encourage les regroupements. Les élus présents ont enfin proposé qu'une motion soit adoptée pour affirmer la position du Conseil général sur ce dossier. Tels sont, chers collègues, les éléments introductifs pour vous permettre d'émettre votre avis. Le premier vice-président a signalé la présence donc de Madame la Présidente. Nous avons souhaité effectivement qu'elle soit donc avec nous ce matin. Elle a répondu favorablement. Donc je vous propose de l'entendre avant que nous puissions intervenir que nous entrions dans le débat. Donc je vais vous demander de venir ici à nos côtés. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers, merci de nous accueillir, merci de me donner la parole. Donc, s'agissant effectivement du décret relatif à l'Université des Antilles, nous avons été les premiers en tant que gouvernance de l'université à déplorer les retards qui ont été pris, puisque ces retards nous mettaient en difficulté pour la phase de consultation, d'autant que le ministère nous avait indiqué que la consultation au niveau du CNESER, qui est une instance nationale, devait se faire le 30 juin et que le 20 juin, nous n'étions toujours pas destinataires des documents sur lesquels devait se prononcer le comité technique de l'université, le 26, et les conseils consultatifs de pôle qui étaient prévus pour la Martinique le 24 juin et le 25 juin pour la Guadeloupe. Et donc, dans ces conditions, nous avons dû faire véritablement un peu pression pour obtenir les documents et nous avons obtenu les projets de décret le 20 et le projet d'ordonnance le 23 juin, c'est-à-dire seulement 2 ou 3 jours avant la tenue du comité technique. Alors, il faut savoir que depuis plusieurs mois, nous avions lancé une concertation sur les pôles Martinique et Guadeloupe. Donc, très rapidement, je tiens à dire, comme vous l'avez rappelé, que la décision de scission de la Guyane a été extrêmement brutale, puisque lors des assises de l'enseignement supérieur en octobre 2012, avec l'assentiment des présidents de région Guyane et président de conseil général, il avait été acté que la Guyane sortirait de l'UAG à l'horizon 2020. Et dans ma profession de foi, mais aussi dans les premiers actes posés lors de ma prise de fonction, nous préparions donc ce rééquilibrage des postes qui devait permettre à la Guyane de sortir un peu plus correctement dotée. Et le conseil d'administration qui était prévu de façon symbolique à Cayenne le 15 octobre 2013 avait pour mission de commencer à donner 5 postes en prévision de ce rééquilibrage qui devait durer sur les 4 à 5 ans et jusqu'à 2020. Donc la Guyane a pris d'autres dispositions puisque ce qui au départ était annoncé simplement comme une demande d'ouverture d'une licence professionnelle, en moins de 5 semaines, j'insiste beaucoup, en moins de 5 semaines a abouti à la décision de création sans aucune concertation avec l'université puisque la ministre écrivait directement à l'intersyndicale. Donc suite à il avait quand même été acté que ça serait plutôt à l'horizon 2016. Donc le 11 novembre, lorsque le protocole a été signé, il avait été acté que la création de cette université prendrait véritablement effet en 2016 et au plus tôt septembre 2015. Coup de théâtre, moins de 2 mois après, en février, nous apprenons pratiquement par la presse
que cette création est avancée à mai 2014 et qu'en mai 2014, un président de l'Université de Guyane serait créé alors que je n'étais même pas au courant et que nous n'avions même pas pu nous organiser. Donc ces éléments-là, je tiens à insister dessus, ont favorisé un climat de crise puisque d'annonce en annonce, on avait l'impression que finalement les Antilles n'étaient pas du tout une préoccupation du ministère et que la Guyane prenait toute la place. Et partant, il est évident que dans une université qui est déjà traditionnellement agitée, puisque nous avons 3 pôles, nous avons aussi des disciplines qui s'affrontent, nous avons des projets, des stratégies qui ne sont pas toujours les mêmes, que ce soit au niveau des régions qui nous accompagnent, que ce soit au niveau des universitaires eux-mêmes, que ce soit au niveau du ministère. Donc, il est évident que ça a précipité un climat de crise, aggravé également par d'autres dossiers financiers. Et donc, il s'est trouvé que finalement, nous avons dû faire véritablement un pied de grue devant le ministère pour obtenir que la situation au niveau des Antilles soit éclaircie et que nous puissions, nous aussi, faire remonter des éléments de concertation. Donc, ces éléments de concertation ont commencé depuis octobre 2013 et devaient se terminer le 31 mars 2013. 31 mars 2013, c'était la date où les vice-présidents de pôle à qui j'avais confié la concertation sur leur pôle devaient me faire remonter les éléments pour le ministère. Ce qui s'est passé, donc il était aussi prévu une consultation, j'avais prévu une consultation générale de toute la communauté universitaire, y compris naturellement les étudiants qui font partie de cette communauté, le 15 avril, de façon à ce que la communauté puisse être consultée, qu'on ne reproduise pas ce qui s'était passé pour la Guyane. Et cette consultation devait se faire sous le contrôle des autorités rectorales pour la légalité des opérations de vote. Lorsque j'annonce le 14 mars le calendrier de cette consultation, un préavis de grève est déposé dans l'après-midi par une intersyndicale universitaire de Guadeloupe qui décide de faire grève sur la question des moyens. Or, depuis la visite des parlementaires le 21 novembre, la ministre s'était engagée sur la question des moyens et très rapidement, nous avons des écrits du gouvernement nous indiquant que nous ne toucherons pas aux moyens des Antilles pour créer l'Université de la Guyane. Ce qui s'était déjà vérifié, puisque dès janvier, 9 postes avaient été créés spécifiquement dans la perspective de la mise en place de cette Université de Guyane. Donc, on n'avait pas touché au poste de l'Université des Antilles. Il s'est trouvé que malgré les rappels et les assurances écrites données par le ministère, l'intersyndicale de Guadeloupe a poursuivi pendant plus d'1 mois sa grève, paralysant non seulement le pôle Guadeloupe, mais l'administration générale de l'université qui est située sous le pôle Guadeloupe. Donc le fonctionnement a été bloqué et donc il n'a pas été possible de faire cette consultation de la communauté. À laquelle tout le monde était très attaché. Et vous pensez bien que si ce blocage a eu lieu, c'était pour empêcher cette concertation qui devait aller majoritairement dans le sens de la mise en place d'une université des Antilles. Donc, suite à ces éléments, nous avons fait remonter tous les autres éléments de la concertation, et en particulier les travaux du pôle Martinique, demandant une université des Antilles avec une large autonomie des pôles et avec des propositions extrêmement concrètes. Et je félicite vraiment monsieur le vice-président du pôle Martinique parce que nous avons eu des ateliers de travail et des commissions dans lesquelles ont participé les étudiants, les administratifs, les enseignants et aussi des personnalités extérieures à l'université, notamment les socioprofessionnels, puisque nous devons faire corps avec le territoire. Et suite à ça, nous avons fait donc remonter des propositions très concrètes, le pôle Guadeloupe n'ayant fait remonter, puisqu'il n'y a pas eu de concertation avec ce blocage, n'ayant pas fait remonter d'éléments concrets. Il s'est trouvé que dès lors que ces éléments ont été remontés, rappelez-vous, nous étions à un changement ministériel de gouvernement. Donc, nous n'avons pas cessé depuis le début mai, donc, puisque les vacances, le blocage s'est poursuivi jusqu'au 16 avril. Après, nous sommes entrés en vacances de Pâques et nous avons repris le 28 avril. Et dès lors, nous avons commencé nos navettes avec le ministère pour disposer des éléments relatifs au décret et au projet d'ordonnance. Et là, nous nous sommes trouvés confrontés à des changements successifs d'interlocuteurs, de personnes qui reprenaient sans cesse le dossier UAG, mais qui n'étaient jamais au courant, il n'y avait pas de transmission de dossier. J'ai fait 2 voyages pour rencontrer les 2 cabinets ministériels.
Et à chaque fois, on nous a dit, dans les 3 jours, vous aurez les documents, dans les 4 jours, dans les 3 jours, jusqu'à ce que nous arrivions à cette conclusion. Donc tout ça pour vous dire que rien n'a facilité un traitement serein de ce dossier, puisque plus on attend, et plus moi je dis que j'attends, et plus les gens s'impatientent, et plus on me met sous le dos ce retard de documents, et plus on va dire ceux qui sont un petit peu pour le blocage prennent un peu de force. Et donc, nous avons pu réunir le comité technique le 26 juin et le comité technique de l'université, donc Martinique, Guadeloupe, Guyane, les 3 pôles, bien sûr, a émis un avis favorable sur le projet de décret de l'Université des Antilles avec des réserves sur le projet d'ordonnance. Alors, je rappelle que le comité technique ne se prononce pas sur le projet d'ordonnance, mais que j'avais suggéré au ministère que le projet de décret puisse être éclairé par le projet d'ordonnance dans la mesure où le projet de décret se contente de prendre acte, en quelque sorte, de la transformation de l'UAG en Université des Antilles. Et donc, il y avait un véritable consensus autour de la question d'autonomie à renforcer pour permettre justement la stabilité du nouvel établissement, puisque l'idée, c'est que les pôles puissent avoir une gestion autonome. Et j'en viens au projet très rapidement. Donc, le projet de l'Université des Antilles, qui a été porté par la gouvernance avec cet intitulé « Une Université des Antilles portée par une large autonomie des pôles ». Alors, pourquoi une autonomie des pôles? Pourquoi c'est important? Parce que précisément, on a eu tout à l'heure, on a parlé de lourdeur administrative, de gestion difficile. C'est vrai que les services centraux de l'université sont implantés en Guadeloupe et que souvent, les pôles Martinique et les pôles Guyane ont eu à regretter des retards dans la gestion administrative. Je tiens aussi à spécifier que la majorité des moyens de l'université sont en Guadeloupe et pas en Martinique, comme on a pu le faire croire. Le siège de l'université est en Guadeloupe et la Guadeloupe ayant des formations dans tous les champs disciplinaires, depuis les lettres jusqu'à la médecine et même une école d'ingénieurs. Et je rappelle que l'une des interventions, des revendications fortes de l'intersyndicale de Guadeloupe, c'était que tous les moyens de l'UAG soient donnés à la Guadeloupe. Donc, profiter de la crise pour confisquer tous les moyens. Donc, nous nous sommes opposés violemment à cette demande, que tous les moyens puissent rester en Guadeloupe, ce qui donnerait à la Guadeloupe les moyens de se constituer en université, au détriment de la Martinique. Et donc, nous avons dû défendre la position suivante, que s'il y a un divorce, les biens doivent être répartis parce qu'on était dans le régime de la communauté des biens et dans l'attente de divorce, les moyens qui sont sur le pôle Guadeloupe appartiennent à l'Université des Antilles et de la Guyane. Et comme le ministère s'était engagé à ne pas y piocher pour créer l'Université de Guyane, donc ils appartiennent à l'Université des Antilles et pas à la Guadeloupe seulement. Alors, donc sur cette base-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a parlé tout à l'heure de déficit des moyens. Il y a toujours eu, depuis la fin des années 90, je vais le dire très franchement, une forme de chantage de la Guyane, qui a aussi entravé la volonté des autres pôles de donner des postes. Parce que les personnes se disaient, je n'étais pas véritablement en fonction, j'étais simplement enseignante, ça remonte à de très très nombreuses années en arrière, les gens se disaient, voilà, on va donner à la Guyane des postes et puis elle va partir avec les postes pour faire son université. En fait, il y a toujours eu ce rapport, un peu un rapport de force visant à dire quelque part, une fois que nous aurons les éléments pour avoir notre université, nous quitterons l'UAG. Et ce refus de ceux qui étaient alors en fonction de dire, donner nos moyens pour que la Guyane fasse son université et puis nous disent au revoir. Donc ça a toujours été un peu ce genre de rapport. Et c'est vrai que même si il y a eu des avancées avec l'ordonnance de 2008, puisque même avec ces 1500, 2000 étudiants, la Guyane était représentée de façon paritaire au niveau des conseils de l'UAG. Avant, c'était au nombre d'effectifs, à l'effectif. Et dès 2008, la Guyane a été représentée de façon paritaire et pouvait donc faire valoir ses droits au même titre que l'UAG. Il n'empêche effectivement qu'il y avait un déficit de moyens et qu'un rééquilibrage était prévu et annoncé dans l'optique du départ en 2020. Alors, quelle est la situation actuelle? La situation actuelle, c'est que le ministère s'est engagé, comme je vous l'ai dit, à ne pas donner de moyens, à ne pas, prélever sous les moyens des Antilles pour créer l'Université de la Guyane. La difficulté étant que beaucoup d'enseignants et d'administratifs de Guyane demandent leur départ. Donc, c'est ce fameux droit d'option. On a à peu près une trentaine à quarantaine de demandes, c'est-à-dire presque tous les personnels, j'exagère à peine, et même des Guyanais
qui ont très mal vécu d'être pris un petit peu en otage par une intersyndicale minoritaire, donc des personnels de Guyane, qui demandent à rentrer, et notamment sur le pôle Martinique de l'université. Ce qui veut dire qu'actuellement, pour le pôle Martinique seulement, nous avons recensé à peu près 25 demandes et ce n'est pas fini. Donc, il a fallu aussi négocier auprès du ministère, lorsque nous sommes allés en mai, que les personnels puissent partir avec leurs postes. Parce que sinon, c'était à nous de trouver des postes, des supports pour accueillir ces personnels, alors que nous n'avions pas demandé, si vous voulez, cette scission, etc. Donc, le ministère s'est engagé à ce que les personnels de Guyane qui partent, ou les personnels des Antilles qui partent vers la Guyane, mais là, il y en a très peu, hein, très, très peu, les personnels de Guyane qui viennent aux Antilles puissent partir avec leurs postes, et puis ensuite, on verra comment on remet progressivement les postes à leur départ à la retraite. Mais ça crée déjà, de facto, un problème de poids pour le fonctionnement de cette université de la Guyane, puisque toutes les forces vives, en fait, en termes d'enseignants et d'administration, partent et rejoignent les Antilles, et notamment le pôle Martinique. Ensuite, donc nous avons cette problématique-là à gérer, et ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'université de la Guyane, de toute façon, ne peut pas fonctionner au lendemain du décret. Donc, nous avons reçu un courrier expliquant que l'Université des Antilles puisse accompagner l'Université de la Guyane. Donc, que ce soit au niveau de la paye, elle ne sera pas autonome avant septembre 2015. C'est-à-dire que nous devons continuer à prendre en charge l'Université de la Guyane. Et même après, on va dire, son autonomie relative, il n'est pas possible, par exemple, je prends le cas des services communs, si on prend le cas du service commun de la documentation, qui est un des services les plus performants de l'Université des Antilles et de la Guyane au niveau national, il n'est pas possible que la Guyane fonctionne sans convention avec les Antilles. Il n'est pas possible que l'école doctorale de Guyane fonctionne sans convention avec les Antilles. Voilà, il y a toute une série. Donc, en fait, il ne faut pas vous imaginer que la Guyane, l'Université de Guyane sera créée, en quelque sorte, et puis qu'on aura l'Université des Antilles. Et si ce n'est pas inscrit dans le décret, c'est simplement parce que l'autonomie des universités ne permet pas au ministère de décider que ces universités vont travailler ensemble. Ce seront les conseils d'administration respectifs de ces universités qui devront prendre cette décision de collaboration. Mais cette décision, elle est déjà prise en quelque sorte de façon pragmatique, puisqu'il n'est pas possible, par exemple, plus de 60% du personnel du SCD demande à quitter la Guyane. Donc, de fait, l'Université des Antilles doit accompagner pendant encore au moins 2 ans, au minimum, l'Université de Guyane pour lui permettre d'être autonome. Et même si le décret prend effet au lendemain de sa publication, l'Université des Antilles et de la Guyane continue d'exister dans les faits et à travers ses instances, au moins jusqu'au 1er janvier 2015. Donc, telle est la situation actuelle. Alors, s'agissant de l'Université des Antilles, le projet d'autonomie repose sur l'idée que, comme c'est inscrit dans la loi de l'enseignement supérieur, une meilleure intégration de l'université sur son territoire, sur ses territoires respectifs. Nous sommes une université organisée sur des pôles, avec des régions qui ont des politiques différentes, qui ont des ambitions parfois contraires, contradictoires. Donc, il est important que l'université, sur son pôle, puisse faire corps avec son territoire. Et l'idée, c'est que les pôles universitaires deviennent des instances de décision. Jusqu'ici, on avait des conseils consultatifs de pôles. Ça veut dire que les pôles émettaient des propositions qui étaient discutées ensuite au niveau du conseil d'administration. Et le conseil d'administration pouvait ne pas aller dans le sens de la politique du pôle. Alors, je tiens aussi à préciser, je ne serai pas plus longue, je vais revenir sur 2 points sur l'élément d'autonomie, qu'il ne faut pas non plus s'imaginer que le fonctionnement pôlaire soit homogène. L'université a un fonctionnement très complexe et les alliances entre pôles sont souvent plus fortes que les alliances à l'intérieur des pôles. Ça veut dire que l'équilibre de l'Université des Antilles et de la Guyane a toujours reposé sur des stratégies interpolaires et pas sur des stratégies intrapolaires. Et que souvent, les pôles se mettaient d'accord et 2 pôles peuvent se mettre d'accord, bloquer un pôle. Enfin, vous voyez, donc c'est très complexe comme fonctionnement. Et ce n'est pas lié à une entente intrapolaire. Il y a encore plus de conflits entre les pôles, à l'intérieur des pôles, qu'entre les pôles. Donc, c'est pourquoi la stabilité n'est pas forcément le gage. Donc, au niveau de l'autonomie, ce qui est important à souligner, c'est que les pôles deviendront
c'est ce qu'on voudrait véritablement qu'il soit acté dans le projet d'ordonnance, que les pôles deviennent des centres de décision de façon à ce que leur carte de formation, leur stratégie recherche, autonomie de gestion, autonomie financière, naturellement, soit actée sur le pôle, Et c'est vrai que c'est un fonctionnement qui ne ressemble à aucun autre fonctionnement d'université française et c'est très difficile de faire passer ce message au niveau du ministère. On a eu un premier projet d'ordonnance qui a circulé sans aucune mention d'autonomie. Le deuxième inscrit l'autonomie, c'est vrai. Il y a des éléments, des avancées remarquables par rapport au premier où ils avaient été complètement sourds à ces demandes-là. Et ce qu'on voudrait, et c'est le sens des propositions qui ont été faites au comité technique et au conseil d'administration du 27 juin de l'université, aller plus loin pour que cette autonomie soit véritablement actée et que le conseil d'administration ne se prononce que sur des choses complètement transversales, mais que les pôles deviennent des centres de décision permettant justement à chaque pôle d'avoir un peu plus en main son avenir et de ne pas se sentir aussi contraint par des stratégies qui sont parfois des stratégies pas claires et opaques, de bloquer celui-là pour voilà. Et c'est un petit peu le sens, des propositions qui vous ont été transmises par le vice-président de pôle et auquel il faut rajouter à ces propositions une demande forte du pôle Guadeloupe sur la question de l'alternance, donc l'alternance qui n'est pas forcément un principe constitutionnel. Et nous attirons simplement l'attention sur le fait que des possibilités sont offertes sur cette question d'alternance, mais qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention, nous semble-t-il, à marquer que c'est une alternance du pôle, entre pôles universitaires. Et faire très attention à ne pas inscrire, me semble-t-il, une alternance entre Guadeloupéens et Martiniquais. Parce qu'au sein d'un pôle universitaire, il y a toutes sortes de personnes. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé en Guyane. C'est parce que le vice-président de pôle était camerounais et que le directeur de l'IEG était guadeloupéen qu'on les a fait partir. Moi, le président de région Guyane est venu dans mon bureau et le président du conseil général en Guadeloupe et ils m'ont dit on ne va pas accepter que des non-guyanais soient aux commandes à l'université de Guyane. Et toute la crise est partie de là. Parce que les universitaires avaient voté pour ces personnes-là et il n'était pas en mon pouvoir de les démettre, ce qu'a fait d'ailleurs la ministre après. Moi, en tout cas, il ne me semblait pas possible, en tant qu'élu, de démettre des élus. De toute façon, ce n'était pas légal. Et donc, il faut faire très attention à ce que cette question d'alternance ne dérive pas, me semble-t-il, vers des questions un peu identitaires ou d'exclusion, voilà, de personnes, parce que dès lors qu'on est membre du pôle universitaire Martinique ou Guadeloupe, on a le droit d'être candidat au même titre, sans chercher à savoir si je suis martiniquaise de souche, de pas souche, de si, on a le droit d'être membre. Et là, il y a un débat qui a dérapé déjà en Guadeloupe, puisque lorsqu'il s'est agi de prendre position dans la concertation, on a demandé aux vrais Guadeloupéens de parler et aux autres de se taire. Donc, c'est sur ce genre de problématique-là, il faut être très prudent avec cette question d'alternance, parce qu'on a eu, par exemple, dans le passé, Madame Abol, qui est martiniquaise, mais qui a fait toute sa carrière sur le pôle Guadeloupe, qui a été candidate et qui a été élue, mais qu'on reconnaît brusquement comme une présidence martiniquaise pour donner l'impression. Alors que non, c'est une candidature issue du pôle Guadeloupe. Et donc, c'est sur cette question-là, on voulait simplement attirer votre attention pour éviter que l'on aille vers des dérives identitaires et que d'inscrire l'alternance ne règle rien, en fait, si derrière cette question de l'alternance, il y a d'autres problématiques plus sournoises qui se profilent. Voilà, je vous remercie. Nous sommes d'un avis favorable donc, à la création donc, de cette université des Antilles, avec évidemment les observations portées, notamment l'affirmation donc, de l'autonomie des pôles. Je crois que c'est extrêmement important pour qu'on puisse le souligner. Et il me revêt donc la lourde charge de vous demander de voter donc, sur ce projet donc, de création de l'université Antilles. Est-ce qu'il y a des collègues qui sont contre? Est-ce qu'il y a des collègues qui s'abstiennent? Voilà, donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie, collègues. On passe donc au troisième point, qui est le projet d'ordonnance. En préambule de l'examen du projet d'ordonnance,
je tiens à dire que la réunion de vendredi, qui doit permettre la rencontre des collectivités de régions et départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, qui va permettre la mise en commun des analyses et puis les clarifications aussi. Bon, c'est une réunion extrêmement importante pour à la fois réduire les divergences au maximum et puis créer au maximum des convergences nécessaires par rapport aux analyses que nous allons faire du projet d'ordonnance. Bon. Alors, chers collègues, le projet d'ordonnance a pour objet de définir les modalités d'organisation de l'Université des Antilles pour les adapter à la nouvelle configuration de l'ex-UAG suite à la scission du pôle de la Guyane, bon, que nous avons déjà examiné. Bon. Pris en application de l'article 128 de la loi du 22 juillet 2013, dite ESR, c'est-à-dire Enseignement supérieur et recherche, le projet d'ordonnance comprend des dispositions générales relatives à la nouvelle gouvernance de l'Université des Antilles, des mesures dérogatoires et des dispositions transitoires. Bon. Ces apports, outre le fait qu'il procède au retrait du terme et de la Guyane dans la dénomination de la future Université des Antilles, le projet d'ordonnance distingue deux niveaux de gouvernance pour cette future Université des Antilles. Le premier niveau, interrégional, c'est-à-dire Martinique et Guadeloupe, est constitué par le conseil d'administration de l'Université des Antilles avec le conseil académique de l'Université des Antilles, Martinique et Guadeloupe, assisté de ces deux commissions formation, vie, universitaire et recherche. Le second niveau, au niveau régional, soit Martinique, soit Guadeloupe, est constitué par les conseils de pôle, alors régional, on devrait dire, un pôle régional, avec également un conseil académique de pôle, assisté lui aussi de deux commissions. Ainsi, la nouvelle gouvernance de l'Université des Antilles s'articulera autour d'un conseil d'administration qui aura son pendant au niveau régional, à travers deux conseils de pôle régionaux, qui ne sont que des instances consultatives suivant l'architecture détaillée ci-dessous. En les dotant chacun d'un budget propre, le projet d'ordonnance semble toutefois ne répondre que partiellement à la demande d'autonomie des deux pôles universitaires. Il convient de noter en outre que le principe de l'alternance de la présidence n'a pas été institué, comme le réclame le Conseil régional de la Guadeloupe. Le projet de texte prévoyant se confinant à la limitation du mandat du président à un exercice. Alors, premièrement, la nouvelle gouvernance de l'Université des Antilles. Bon. Alors, la gouvernance interrégionale, tout d'abord, le conseil d'administration de la future Université des Antilles, sa composition, c'est le conseil d'administration composé de 26 membres. Toutefois, ce sont les statuts de l'Université des Antilles qui vont déterminer le nombre de personnalités extérieures ainsi que les collectivités qui vont les désigner. Les missions. Le conseil d'administration de la future Université des Antilles va ressembler de près à l'actuel conseil d'administration dans ses missions. Le projet d'ordonnance lui octroie en plus la mission de répartition, sous proposition du président de l'université, des emplois par pôle universitaire régional et celle d'autoriser le président à ester en justice. Le conseil académique de l'université des Antilles, c'est-à-dire au niveau Martinique et Guadeloupe, il est composé des membres des commissions de la recherche et de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle régional. Il est consulté avec ces deux commissions sur les orientations stratégiques de l'Université des Antilles en matière de politique de formation et de recherche. Il se réunit en formation plénière ou en formation restreinte. Bon, ça, c'était le niveau interrégional. Au niveau régional, maintenant, le projet d'ordonnance instaure dans chaque région dans laquelle est implantée l'université un pôle universitaire régional regroupant les composantes et les services de l'Université des Antilles. Alors, le pôle universitaire régional, l'organisation du pôle universitaire régional, le pôle universitaire régional PUR est, alors PUR, c'est le sigle, est constitué par les membres du conseil d'administration élus et nommés dans les pôles de Martinique et de Guadeloupe. Il est doté d'un budget propre. Chaque pôle universitaire régional détermine ses statuts. Les sièges au sein des différentes instances de l'université sont répartis à parité entre chacun des pôles régionaux. Et l'élection des membres est organisée dans le cadre de chaque pôle universitaire régional. Les missions du PUR. Alors, c'est une instance consultative dépourvue de tout pouvoir de décision.
Son champ d'action rayonne autour de son territoire géographique pour les questions relatives aux formations, à la vie universitaire et à la recherche. Le contrôle du pôle universitaire régional. Le recteur, chancelier de l'université de chaque académie est chargé du contrôle du pôle universitaire régional de son ressort territorial. Voyons maintenant le conseil académique de pôle et ses missions. C'est l'équivalent du conseil académique de l'Université des Antilles, mais au niveau régional, soit en Martinique, soit en Guadeloupe. Il est constitué par les membres des commissions de la formation et de la vie universitaire et de la recherche. C'est lui qui va, avec ses commissions, adopter la répartition de l'enveloppe des moyens destinés à la formation alloués par le conseil d'administration, les règles relatives aux examens, les règles d'évaluation des enseignants. Les statuts du pôle régional vont définir les modalités de désignation des vice-présidents de chaque commission qui le compose et du vice-président chargé des questions de la vie étudiante. Deuxième grande partie du texte, les mesures dérogatoires. Le projet d'ordonnance précise que certaines dispositions du Code de l'éducation ne sont pas applicables à la nouvelle Université des Antilles pour tenir compte de sa spécificité. Troisième grande partie, les dispositions transitoires. Le projet d'ordonnance comprend des dispositions transitoires qui permettront à l'Université des Antilles de mettre ses statuts en conformité avec la loi Enseignement supérieur recherche du 22 juillet 2013. En indiquant que la désignation des membres du conseil d'administration, du conseil académique et du président s'effectuera à l'échéance du mandat des représentants des élus et des personnels du conseil d'administration d'exercice à la date de sa publication, le projet d'ordonnance maintient la gouvernance actuelle de l'ex-UAG jusqu'à l'échéance, c'est-à-dire décembre 2013. Il est prévu qu'à compter du 1er janvier 2015, le conseil d'administration, la commission de recherche et la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique sont composés des membres élus et nommés au titre des pôles universitaires régionaux de Guadeloupe et Martinique pour tenir compte du départ du pôle de la Guyane. Alors, les organismes consultés. Tout d'abord, le CRPLC, le Centre de recherche sur les pouvoirs publics locaux dans la Caraïbe. Parmi les organismes consultés, le directeur du Centre de recherche sur les pouvoirs publics locaux dans la Caraïbe, CRPLC, avait répondu à notre sollicitation sur les projets de décret. Ce dernier y regrette l'absence de concertation du gouvernement avec la gouvernance de l'université et les collectivités territoriales locales. Même si la réponse porte seulement sur les 2 projets de décret, il est intéressant de noter qu'il souligne que si la mutualisation des moyens s'avère nécessaire, aucune des entités en gestation n'étant viable à elle seule dans le contexte de l'évolution actuelle de l'enseignement supérieur et de la recherche, en France comme ailleurs, on ne saurait s'en contenter. De ce point de vue, il convient d'accorder aussi bien à l'Université des Antilles ainsi qu'à l'Université de la Guyane les moyens de leur fonctionnement de façon à évacuer d'emblée tout dispositif entretenant le moindre sentiment de dépendance de l'Université de la Guyane à l'égard des Antilles. Si promptement dénoncé en Guyane est de nature à interdire toute forme de coopération future. Avis du Conseil économique et social et environnemental régional. Parmi les organismes consultés, nous avons aussi reçu ce mardi 1er juillet 2014 l'avis rendu le 27 juin 2014 par le CESR. Celui-ci s'interroge notamment sur les pouvoirs du président de l'Université des Antilles et les attributions des dirigeants des 2 pôles. Il préconise donc que le texte législatif permette à l'Université des Antilles d'éviter tout blocage institutionnel, notamment en cas de désaccord entre le président et les vice-présidents, voire entre le président et le conseil d'administration. Le CESR pose, entre autres, les questions pratiques en se demandant où sera basé le conseil d'administration de l'Université des Antilles et quel sera son rôle par rapport à l'autonomie des 2 pôles en cas de conflit. Il préconise que l'Université des Antilles bénéficie des outils et des moyens permettant de faire face aux différents coûts liés à sa mise en place et à son bon fonctionnement et confortant son rayonnement universitaire dans la Caraïbe et dans le monde afin d'assurer son attractivité. Enfin, le CESR est favorable à ce que le mandat de la présidence actuelle se poursuive jusqu'à la mise en place de l'Université des Antilles afin d'éviter tout dysfonctionnement préjudiciable aux étudiants. Pour conclure, le CESR attache une importance particulière à une évaluation régulière de l'évolution de l'Université des Antilles dès sa création.
Avis du pôle de Martinique, présenté par le vice-président du pôle. M. Saint-Fort, vice-président du pôle de Martinique, rappelle que le projet de pôle université régionale de Martinique s'inscrit dans le cadre de l'Université des Antilles, porté par les deux pôles très largement autonomes. À cet égard, il incite à bien vérifier que les dispositions du projet d'ordonnance tendent à garantir une réelle autonomie des pôles universitaires de Guadeloupe et de Martinique dans le cadre de la future Université des Antilles. Ainsi, dans cette perspective, il ne saurait être accepté que le conseil de pôle soit uniquement consultatif, et donc le vice-président du pôle de Martinique demande que le texte soit amendé ainsi. Le conseil de pôle dispose d'un pouvoir de décision. Dans ce cadre et en fonction des besoins du territoire, le pôle met en œuvre en toute autonomie les orientations générales arrêtées dans le contrat d'établissement de l'université. Dans la même logique, le pôle doit être doté d'une autonomie administrative et financière. L'exécution du budget propre de chaque pôle devra être assurée par un agent comptable secondaire sous le contrôle de l'agent comptable de l'établissement. Par ailleurs, M. Saint-Fort, vice-président du pôle de Martinique, insiste sur l'urgence et la nécessité de la transformation de l'UAG en Université des Antilles avec la continuité des mandats de la gouvernance actuelle. Avis des représentants du pôle universitaire de Guadeloupe. Certains acteurs ont déclaré leur adhésion au projet d'une Université des Antilles, Guadeloupe-Martinique, comme étant la seule voie possible de développement durable pour l'UAG après le départ de la Guyane. Certains autres acteurs, initialement partisans de la création de l'Université de Guadeloupe, au vu de l'inclination du ministère et des collectivités régionales pour une Université des Antilles, sont prêts à collaborer et à coopérer dans le cadre de l'Université des Antilles si et seulement si des garanties sont apportées pour que les pôles aient une forte autonomie et que des principes fondamentaux pour la gouvernance soient établis. Principe d'alternance, principe d'équité, etc. Avis de la commission des textes du Conseil régional de Martinique. La commission des affaires juridiques, avis texte à caractère réglementaire et législatif du Conseil régional de Martinique, en collaboration avec les instances invitées, CE, SER et universités, se prononce favorablement sur le principe de la création d'universités des Antilles regroupées sur les pôles de Martinique et de Guadeloupe. Elle tient également à préciser qu'elle se prononce favorablement sur la poursuite du mandat actuel de la présidence de l'Université des Antilles de la Guyane jusqu'en décembre 2016, conformément aux dispositions du deuxième point de l'article 116 de la loi du 22 juillet 2013. Son avis favorable est toutefois assorti de 6 propositions d'amendement, dont les plus importantes sont les suivantes. Premier amendement, il porte sur l'article 2 du projet d'ordonnance en proposant de porter de 26 à 28 le nombre des membres du conseil d'administration de l'Université des Antilles. Deuxième amendement, il concerne l'article 3 du projet d'ordonnance et propose de créer un poste d'agent comptable secondaire par pôle, placé sous la responsabilité et l'autorité de l'agent comptable principal chargé d'assurer l'exécution du budget du pôle. Troisième amendement, il porte sur l'article 4-2 du projet d'ordonnance, auquel il est proposé de rajouter 2 nouveaux alinéas. Cette proposition tend à doter le conseil du pôle universitaire régional d'un véritable pouvoir de décision qui s'exerce pour les questions propres au pôle, d'une mission de mise en œuvre pour son territoire d'implantation des orientations qui découlent du contrat d'établissement de l'université. Cette proposition suggère aussi de lui déléguer l'approbation des accords et conventions pour les affaires l'intéressant, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Amendement numéro 4, il propose d'insérer à l'article 5 du projet d'ordonnance la mention selon laquelle est constitué un conseil académique sur chaque pôle, compétent notamment sur les questions de premier cycle. Amendement numéro 5, il propose de compléter l'article 7-2 du projet pour bien spécifier que le mandat du président de l'Université des Antilles n'est pas renouvelable. Le Conseil régional de la Guadeloupe. La commission permanente du Conseil régional de la Guadeloupe, après avoir auditionné différents représentants et acteurs du pôle universitaire de Guadeloupe, réunis le 24 juin 2014, s'est prononcée défavorablement sur le projet d'ordonnance devant adapter à l'Université des Antilles le titre 5 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. Alors, la région Guadeloupe justifie sa décision notamment par le fait que ce projet d'ordonnance en l'état ne prévoit aucune subvention générale des charges de service public, ex-DGF,
fléchés par pôle et établis en fonction du principe d'équité et de critères précis évalués sur chacun des 2 pôles, effectifs étudiants, laboratoires, offres d'enseignement et de recherche, etc. Quasiment aucune disposition relative à l'autonomie administrative, financière, pédagogique et scientifique. Aucune disposition sur la question de l'administration des services administratifs à mettre en place sur les pôles universitaires de Guadeloupe et de Martinique, ce qui permettrait ainsi la mise en œuvre d'une vraie politique territoriale de développement universitaire en lien avec les forces vives et les collectivités locales concernées, et tout particulièrement les régions. La commission permanente du Conseil régional de Guadeloupe déplore que le Conseil de pôle soit une instance qui gère les tâches administratives, mais qui n'a aucun pouvoir de décision, tout comme les vice-présidents de pôle. Déplore aussi que le vote des conseils de pôle, qui semble n'être que des organes consultatifs, n'ait pas de caractère délibératif. Regrettons aussi que les 2 pôles universitaires apparaissent comme des regroupements de composantes et de services administratifs. Par ailleurs, la région Guadeloupe regrette que la règle de l'alternance y soit absente et recommande en conséquence que le mandat du président, comme celui des vice-présidents, ne soit pas renouvelé en fin d'exercice. La commission permanente de la région Guadeloupe voit une fragilité juridique dans la prorogation du mandat des élus et du président en exercice au sein de l'Université des Antilles de la Guyane jusqu'à la fin de l'exercice de leur mandat, soit jusqu'à fin décembre 2016. Il y aurait selon elle un risque d'absence de légitimité démocratique du président et des membres du conseil d'administration dès lors que l'Université des Antilles sera créée effectivement au plus tard en juillet 2015. Avis de la commission des textes, la commission des textes réunie le lundi 28 juin en présence du conseiller général Fred Dernier, représentant le département au conseil d'administration de l'Université des Antilles et de la Guyane, a examiné le projet d'ordonnance visé en objet. Après échange sur la base des éléments rapportés, les membres présents ont émis un avis réservé sur le projet de texte en précisant que le projet d'ordonnance semble répondre à un objectif d'apaisement au sein de l'ex-UAG en affirmant le principe d'autonomie des 2 pôles sans toutefois organiser la mise en œuvre de cette autonomie. Pour les membres de la commission, il manque un palier à l'architecture du projet de gouvernance favorisant la concertation entre les 2 pôles. Cette instance de concertation devrait répondre à ce double objectif, replacer l'étudiant au centre du projet universitaire afin de favoriser son ouverture sur l'autre. Deuxièmement, favoriser le développement économique du territoire régional. À ce titre, la Commission propose de créer une conférence des pôles qui assurerait l'interface entre le conseil d'administration de l'université et les conseils des pôles régionaux. Cette conférence aurait pour mission de favoriser le travail de concertation entre les pôles afin d'éviter les dérives de rivalité, de concurrence entre pôles. Cette conférence pourrait également s'ouvrir à l'Université autonome de Guyane en cas de besoin, si elle le désire. Que soit nommé un agent comptable secondaire par pôle placé sous l'autorité de l'agent comptable principal, celui-ci exercerait un contrôle a posteriori des dépenses. Tels sont, chers collègues, même si le rapport était un peu long, les éléments qu'il fallait vous apporter pour permettre le débat. Je vous remercie. Je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des collègues qui sont contre? Je précise bien que ce sera donc dans la délibération que nous votons effectivement un principe favorable, enfin un avis favorable, avec donc les compléments qui ont été portés donc par le vice-président de l'université. Contre, abstention. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie, collègues. Je remercie donc l'équipe de l'université qui est venue nous assister ce matin donc, pour nos débats. Je crois que c'était nécessaire, ça a été fructueux, l'éclairage a été donc nécessaire pour nos travaux. Je vous souhaite donc, chers collègues, un bon appétit et puis bon match.